Eh bien bonjour, nous sommes sur le Festival international des Jeux de Cannes et nous sommes avec des responsables d'Alconost, voilà, Laurent et Patrick, c'est très bien. Voilà. Donc on va parler ensemble de la cérémonie du Graal qui s'est déroulée hier où vous étiez présents justement et pour de bonnes raisons. On va aussi parler du livre-jeu parce que beaucoup de gens doivent se demander à l'époque de l'internet pourquoi il y a encore des gens qui jouent au livre-jeu et pourquoi il y a encore du succès dans le livre-jeu. Qu'est-ce qui fait que on a envie de jouer à Alphabet Land, etc. alors qu'on peut jouer à un jeu vidéo. Voilà, on va parler un peu de tout ça. On va parler un peu de l'activité de votre maison d'édition et de son actualité. Si ça vous dit, hein. Alors, qui veut commencer? Alors, déjà, Alconost, c'est quoi? Je laisse le micro. Ouais. Alors, Alconost, c'est une maison d'édition associative, donc on est tous bénévoles. On travaille tous par passion et on a deux passions qui correspondent à notre ligne éditoriale. C'est la passion des livres-jeux, donc qu'on appelle aussi les livres dont vous êtes le héros, et également le jeu de rôle. Là, donc d'ailleurs Patrick, voilà, est plutôt sur l'aile jeu de rôle. Hein, l'Alconost, vous voyez, c'est le personnage ailé. Donc il y a deux ailes, il y a l'aile jeu de rôle et l'aile livre-jeu que je porte un peu plus peut-être effectivement dans l'équipe. Et donc on est 5-6 à faire prospérer cette maison d'édition associative dans la joie et la bonne humeur. C'est surtout l'important, il faut qu'on se fasse plaisir tous pour que notre plaisir, je pense, se retrouve aussi à la lecture de nos livres et quand on échange avec nos lecteurs. C'est une maison d'édition qu'on a fondée en 2017. Donc elle est assez récente et surtout on est distribué maintenant en librairie et boutique de jeux depuis 3 ans et c'est depuis 3 ans qu'on prend notre envol, pour garder la métaphore. Alors je vais m'adresser à toi alors puisque tu t'occupes plus de jeux de rôle que ton collègue. Alors au niveau du jeu de rôle, vous faites de l'édition de produits déjà finis ou il y a une marge création? Comment ça fonctionne chez vous? Alors il y a 2 éléments, il y a une réédition qu'on a refait par rapport aux Terres de Légende et là on est en train de faire un financement participatif pour Amalron, une gamme de livres dont vous êtes le héros, enfin de livres-jeux qu'on a sorti il y a quelques années maintenant. Et donc on profite du 4e tome et du jeu de rôle pour lancer un financement participatif et donc un tout nouveau jeu de rôle, toute nouvelle licence en fait par rapport à ça. Donc il y a un département jeu de rôle, il y a un département livre-jeu. On va justement revenir un petit peu au livre-jeu avant de peut-être reparler des différents jeux de rôle que vous éditez. Alors le livre-jeu, pour moi c'est, tu vois que je suis pas de première génération. Livre-jeu pour moi c'est un objet des années 80. Voilà. Et j'ai essayé Fableland et j'en ai joué 2 ou 3. Et franchement, ça a pas du tout. J'ai retrouvé un petit peu l'esprit des jeux de l'époque et finalement je suis passé du premier, après j'ai pris le second, etc. Comment tu peux expliquer que ce produit il se démode pas quoi? Parce que c'est un produit fascinant, je pense, dans le contact physique qu'on peut en avoir. C'est pas comme un jeu vidéo, c'est différent, c'est un objet qu'on manipule. Donc là, je montre les livres que ceux de notre génération ont connus avec la fameuse version 1 de Folio Gallimard. Donc c'est ça qui nous a donné des petites des émotions quand on a découvert la collection, quand on était enfant ou adolescent. Et je pense que cette émotion-là, on la retrouve pas de la même manière dans les jeux vidéo, par exemple, parce que je pense que ce qu'on peut opposer, c'est les jeux vidéo et les livres-jeux. Et il y a quelque chose en plus dans la lecture. Alors il y a évidemment le côté littéraire, mais il y a aussi ce côté magique en fait d'avoir son imagination suscitée comme ça en permanence. Et justement, tu parlais de Fablelands, c'est un très bon exemple. Dans Fablelands, les paragraphes sont très très courts. Les paragraphes font vraiment quelques lignes. Et tout le talent des auteurs, c'est ça en fait, c'est produire quelques phrases qui vont juste titiller notre imagination et c'est nous qui allons combler les vides. Et je pense que c'est très stimulant, peut-être plus que dans un jeu vidéo en fait où tout est déjà offert. Et c'est beaucoup plus contemplatif en fait un jeu vidéo. Alors que là, on est acteur non seulement des choix, mais aussi de tout l'aspect de l'imagination qu'il y a autour. Je pense que c'est ça qui fait encore plaisir aux lecteurs de nos jours. Et c'est pour ça aussi qu'il y a eu un aller-retour vers le jeu vidéo. Les gens ont lu ces livres-là dans leur jeunesse, ils se sont mis aux jeux vidéo, ils continuent d'ailleurs à en faire évidemment, hein. Mais il y a un retour au livre-jeu parce qu'ils ont bien vu que dans les jeux vidéo il n'y avait pas tout, il n'y avait pas ce côté lié à l'imagination.
Je pense que voilà, c'est l'explication que j'ai. Alors il y a évidemment d'autres explications. Il y a le côté nostalgique aussi, puisque voilà, c'est notre génération. Puis voilà, on a des enfants aussi. Nos enfants s'y mettent. Il y a le côté passage de flambeau. Donc il y a plein de raisons aussi. Ouais. Moi, j'ai connu les rééditions par le Grimoire. De ça, et il y a une nouvelle génération de livres-jeux qui arrive. Est-ce que il y a une différence au niveau de l'écriture? Est-ce qu'il y a des innovations dans le livre-jeu, ou est-ce qu'on reste sur hier tu avais deux gros invités prestigieux, on va en parler, j'étais moi aussi, je peux te dire que quand je les ai vus, j'ai dit merde. qui c'est possible? Ça, c'est comme quand tu vois certains grands rôlistes, quand j'avais rencontré Stafford et tout ça, tu te dis voilà, qu'est-ce que je fais là, tu vois? Et en fait, tu te retrouves projeté dans cette époque-là. Est-ce qu'il y a de l'innovation dans le livre-jeu? Est-ce que les livres-jeux sont un petit peu différents? Moi, je vais te parler d'un livre-jeu qui n'a pas été par vous, mais tu me pardonneras. C'est par exemple Chaco qui édite Choose Toulouse. Alors, Choose Toulouse, c'est complètement différent. Ça donne un nouveau souffle au livre-jeu, parce qu'il n'y a pas, déjà, il n'y a pas de G2D, c'est vraiment que sur décisionnel. Est-ce que on prospecte dans l'univers du livre-jeu encore? Oui, bien sûr. Les deux auteurs qu'on a reçus hier, donc Dave Morris et Jonathan Green, ont défini les bases du genre. Mais en fait, dès les années 90 déjà, les derniers livres qui ont été traduits et publiés chez Gallimard Jeunesse dans la collection Folio, un livre dont vous êtes le héros, commençaient déjà à être novateurs. Et les Fablelands, d'ailleurs, écrits par Dave Morris justement, ont été écrits en 96. Et donc on commence déjà à se tourner vers d'autres modèles de structure en fait des livres-jeux, où on passe des choix assez binaires. Est-ce que vous allez, alors je caricature, c'est pas ça, mais bon, est-ce que vous allez tourner à gauche ou à droite? Mais bon, c'est souvent des choix plus stratégiques. Mais là voilà, après il y a des structures complètement différentes, comme Fablelands par exemple, où on peut explorer un monde ouvert avec beaucoup de liberté. Et je crois que l'élément qui a tout déclenché, c'est tout bêtement les mots-codes en fait qu'on note dans un livre. Dès lors que l'auteur a compris qu'avec ces mots-codes, on pouvait enregistrer les actions passées du lecteur pour en tenir compte dans le présent, voilà, ça a ouvert plein de possibilités en fait, au niveau du jeu, mais aussi de la trame narrative. Et c'est encore le procédé le plus utilisé, voilà, pour tirer parti de ces livres-jeux. Ça correspond un petit peu à ce qui peut être stocké en mémoire dans un jeu vidéo. Et là, ça se fait par ces mots-codes. Et Fablelands, en fait, a regroupé à lui seul plein d'innovations. Alors, on pourra pas le filmer, je pense, ça va être un petit peu trop loin. Ouais, non, on le verra pas, je vais le dire. D'accord. Il y a certains paragraphes, par exemple, qui possèdent une petite case à côté du numéro. Et cette case peut être cochée. Alors ça, c'est une invention qui est superbe. En fait, ça permet au livre ou au lecteur de savoir si on est déjà passé par un paragraphe. Donc quand on y va la première fois, on nous demande si la case est cochée. Si elle n'est pas cochée, on lit le paragraphe avec son descriptif. Et ensuite, quand on revient à ce paragraphe, au gré de nos pérégrinations, si la case est déjà cochée, on va pas nous faire la même description. Donc on va aller dans un autre paragraphe et on tient compte que le tenancier de la boutique, on le connaît déjà, par exemple, qu'on lui a déjà parlé, etc. Et il y a certains paragraphes qui ont une case, 2 cases, 3 cases. Et à chaque fois qu'on va les cocher, on va vivre la scène différemment. Ouais. Donc voilà, il y a plein de petites innovations qui ont été faites dès 96 avec Fablelands. Et évidemment, les auteurs d'aujourd'hui s'en servent, ou ont eux-mêmes inventé d'autres moyens. Je pense par exemple à nos auteurs français qui écrivent. On allait justement parler des auteurs français. C'est bon, je continue alors, d'accord. Ça, c'est un pavé. Voilà, donc chez Alconost, on a une ligne éditoriale qui s'appuie sur les mastodontes de l'âge d'or des livres-jeux, avec Jonathan Green, Dave Morris, Jamie Thompson. Mais l'autre ligne éditoriale, c'est mettre en avant les auteurs français qui justement révolutionnent aussi le genre. Et dans Cyclades, mais dans les autres aussi livres de la collection Littéraction, il y a toujours le choix de jouer avec des règles plus avancées en lançant les dés, par exemple, ou alors en jouant des règles simplifiées sans lancer les dés, mais en tenant compte des règles. Et puis encore un autre style de jeu, c'est de ne pas tenir compte des règles du tout, et de simplement lire le roman, de faire les choix, et de s'en tenir là. Voilà. Donc on tient compte vraiment du mode de lecture et de jeu du public. Et puis, alors mince, je l'ai pas amené, mais il y a par exemple Fleurir en hiver, qui est un très bon exemple de structure très très complexe, mise en place par l'auteur, mais le lecteur s'en aperçoit pas. Donc l'auteur a utilisé des codes, évidemment, plein de paragraphes qui vont converger, diverger, être connectés.
il y a que l'auteur qui le sait et nous, les relecteurs, voilà. Mais la magie du truc, voilà, c'est que le lecteur ne s'en aperçoit pas. C'est hyper fluide pour lui. Et tout ça, c'est un travail. Ça, c'est voilà dur d'expliquer quelle est la méthode, quelle est la révolution. Mais c'est ça, c'est cacher tout le côté technique au lecteur pour qu'il ait juste le plaisir de lire. Mais voilà, c'est pas des voilà, j'aurais du mal à dire exactement voilà quelle est l'innovation, voilà, mais c'est surtout dans la structure en fait et bien réfléchir avant de se mettre à rédiger en fait. Dès lors que les auteurs se sont pas lancés tête baissée dans la rédaction et ont commencé à tout planifier sur une grande feuille de papier ou sur l'ordi, ça voilà, ça fait évoluer le genre aussi. Ouais. Eh ben, justement, tu as fait la transition avec les auteurs francophones. Justement, je t'en parlais. Hier soir, vous étiez à la cérémonie du Graal. Il y a, vous encouragez aussi la création francophone parce que par vos actions, par votre mobilisation sur les stands, etc. Mais pas que, parce que vous êtes aussi un des acteurs du livre-jeu français à travers différentes actions. Alors si tu peux nous expliquer un petit peu, hier soir tu étais présent sur scène pour présenter différentes récompenses. Pour ceux qui veulent se lancer dans le livre-jeu, justement, tu encourages les gens à envoyer des textes, etc. Alors la démarche d'Alconost à travers tout interaction, etc. Est-ce que tu peux faire un synopsis, un résumé de tout ce que vous faites pour promouvoir le livre-jeu à travers des concours, etc. Alors, ce n'est pas Alconost qui met en place ces concours, mais en fait, Alconost est né de ces concours. Il y a un forum spécialisé dans l'univers des livres-jeux qui s'appelle Rendez-vous 1, et il a son confrère qui est la Taverne des Aventuriers. Et on est plusieurs à en faire partie, et tout est né de là. En fait, ce sont des forums qui ont porté le flambeau de cette passion-là. Depuis tout le temps, voilà, dès le début des années 2000, quand Gallimard voilà, a commencé à moins rééditer ses livres-jeux, il y a cette communauté qui a continué à en parler, à critiquer dans le sens voilà de la critique littéraire, et puis naturellement ils se sont mis à en écrire aussi. Et alors on est plusieurs, mais voilà, moi je suis arrivé un peu plus tard, je suis arrivé dans ce milieu-là en 2010-2012. Et j'ai découvert voilà qu'il y avait encore la passion des anciens livres-jeux, mais aussi des auteurs amateurs qui commençaient à écrire. Voilà. Et donc il y a le concours qui s'appelle le concours Yastromo, le prix Yastromo. De manière plus récente, il y a le mini Yaz également qui correspond au même concours mais avec 3 contraintes. Donc il faut que les paragraphes fassent que le texte fasse moins de 50 paragraphes. Le texte est écrit en 3 mois seulement et il y a un thème imposé chaque année qui change. Et voilà, ce sont ces concours en fait qui stimulent complètement la création. Le concours existe depuis 2004 pour le prix Astromo. Et alors au début, il y avait que quelques manuscrits en compétition. Et je suis convaincu que c'est ce concours, en fait, avec toute l'émulation qu'il apporte, qui a fait que les gens se sont mis à écrire pour participer. Et c'est là que tous les talents ont pu éclore, hein, avec Romain Baudry, Emmanuel Quérault et les autres. Stimulé par le concours, je pensais, il y avait la rivalité, voilà, de gagner, d'avoir la coupe de bronze, etc. Même si c'était virtuel, hein, au début c'était des petites, elles y sont toujours d'ailleurs, je crois, ces petites étoiles qui tournent sur elles-mêmes, là, des gifs avec. Et voilà, avoir sa médaille d'or, d'argent, de bronze, c'était super, là, la voir sur le site. Donc il y a Littéraction maintenant. Avant il y avait un autre site, hein, mais maintenant c'est le site littéraction.fr. Et c'est toute cette communauté sur donc la Taverne des Aventuriers, Rendez-vous 1. Qui porte tout ça en fait. Moi j'étais dans cette communauté, donc j'ai voté, j'ai critiqué, etc. Et puis au bout d'un moment, voilà, quand Alconost s'est créé, on s'est dit bon, on va s'appuyer sur ces bases-là pour publier les vainqueurs ou les médailles d'argent du concours. Donc tous les livres de la collection Littéraction, comme Cyclades et j'en ai amené d'autres, enfin ouais, on en a 5 ou 6. Tous ces livres-là ont remporté une médaille au prix Astromo ou au mini Yaz, puisque par exemple pour Alterférence ce sont des mini aventures. Donc tous nos livres ont déjà remporté ces concours. Et ensuite la deuxième étape, voilà, c'est depuis quelques années, depuis 3 ans maintenant, il y a un prix professionnel qui est le prix du livre-jeu, qui lui est ouvert, à l'inverse, pas aux amateurs mais aux professionnels. Donc il est ouvert à toutes les maisons d'édition, donc elles ont été contactées et les maisons d'édition répondent, comme on l'a fait nous pour Alconost, on a répondu. Mais quasiment toutes les maisons d'édition du secteur du livre-jeu ont répondu. Elles doivent fournir des livres et il y a un jury indépendant qui choisit les titres.
Voilà. Et nous, voilà, en tant qu'association, notre but, c'est de mettre en avant les livres-jeux. Donc c'est alors même si le Yastromo n'est pas de notre invention, hein, voilà, on le met en avant parce qu'on publie les vainqueurs. On essaie d'être assez systématique là-dessus, même si on a quelques années de retard parfois. C'est dur de suivre parce que voilà, il y a beaucoup de pépites chaque année. Donc voilà, c'est ça. Donc c'est mettre en avant ces livres-là. C'est proposer chaque année aussi des livres au concours livre-jeux en espérant gagner. Ça fait 2 années de suite qu'on gagne. Donc l'an dernier c'était Cyclades et cette année c'est Alterférence, avec un autre titre également, Le Pirate des Sept Mers dans la catégorie réédition. Voilà. Donc il est chouette. Hein. Là c'est Cyclades, c'est dans la catégorie ado-adulte. Et Alterférence, c'est dans la catégorie aussi ado-adulte. Et Le Pirate des Sept Mers pour les rééditions. C'est chouette d'ailleurs parce que voilà, ça met en avant nos 2 lignes éditoriales, les bouquins historiques et puis les valeurs sûres d'aujourd'hui. Oui, parce que tu n'étais pas que maître de cérémonie pour le livre-jeu hier soir, tu as aussi reçu les titres, justement, t'as les 2 casquettes, ouais. Tu pouvais rester sur scène, hein, quoi, en gros. Voilà. Donc, le livre-jeu, c'est vraiment une des grosses activités de l'Alconost. Moi, ça fait 2-3 ans que je vous vois sur les stands et tout, et je suis vraiment content de vous rencontrer parce que c'est vrai qu'on n'avait jamais eu l'occasion de discuter, parce que vous êtes souvent associé à Scriptarium, à côté, etc. Et comme souvent je discute avec eux, je vois il y a le Conos, c'est sur un stand d'ailleurs, je crois, c'est sur Octogone que j'ai acheté mon premier Fabellands. Donc, si tu veux bien, on va parler un petit peu de jeux de rôle. On va venir vers toi. Si tu pourrais nous parler un petit peu des jeux de rôle que vous éditez au sein d'Alconost, nous dire de quoi ça cause. Il y en a un qui est une réédition, tu en parles, et puis celui qui est en cours et qui va démarrer en cours de financement. J'ai déjà oublié si ça avait démarré ou ça va. Il a démarré depuis jeudi. Voilà, c'est ça. Nous on était là, donc on n'est pas au courant. Donc celui qui a été financé, qui est terminé, c'est Les Terres de Légende. Donc il y a une première édition dans les années 90, il y a une deuxième édition qui est sortie aux alentours de 2010 à peu près. Et donc là on sort une 3e édition en 2023-25, 24, mais cette fois-ci avec des règles complètement refaites. Parce que la 2e édition c'était un calqué de la première édition, et donc la 3e édition va être beaucoup plus moderne, qui va corriger les fautes, etc. Et surtout ça va répondre aussi à la communauté qui voulait que toutes les règles soient dans un seul bouquin. Donc chaque autre livre aura ses propres scénarios, ses propres professions, puis tout ce qui va avec leur profession. Donc il y a vraiment une refonte, et ensuite on sort aussi un tome 7 et un tome 6 et un tome 8 par rapport au Tour des légendes, qui apportent des nouveautés, notamment comme nouveauté pour le tome 7, c'est un lien avec les épées de légende. C'est-à-dire qu'il y aura des scénarios tirés des épées de légende, avec les classes tirées des épées de légende, qui permettront d'y jouer au sein même des terres de légende. Donc il fait vraiment le lien entre les deux. Alors pour ceux qui seraient pas nés dans les années 80, oui. Terre de Légende c'est de la fantasy. C'est de l'heroic fantasy classique, parce que ça débute aux années 90 et en Europe c'est du clonage de Donjons et Dragons, hein, tout simplement. À part qu'on est dans un style très européen, un peu comme Ars Magica en fait. C'est-à-dire que le surnaturel existe, mais on le voit peu. D'accord ? Sauf les joueurs forcément, parce que ce sont des héros, ils vont être confrontés au surnaturel. Hein. Mais c'est pas un jeu où on joue des nains, des elfes, des orques, etc. On joue que des humains et on va être confronté justement à des elfes ou à des nains ou à des orques ou à des zombies, ce genre de choses. Plus des démons et autres. Mais on reste sur un système très classique avec des niveaux, pour faire très simple, hein, qui sont des rangs, des professions qui sont des classes, des capacités, etc., etc. On est vraiment dans quelque chose de très classique, ce qui fait un genre très old school en fait. Hein. Et techniquement, on révolutionne rien du tout au niveau de l'univers, au niveau du système, il change légèrement, mais techniquement, il n'y a rien. C'est juste une réédition d'une œuvre existante pour répondre justement à un besoin qui est, on veut retrouver les terres de légende qui sont sorties il y a très longtemps et on voudrait les revoir aujourd'hui. Voilà, par rapport à ça. Donc en fait on est dans un style un petit peu comme le fait avec Scriptarium. On va en parler justement de votre association avec Scriptarium. Vous êtes toujours ensemble sur Défis Fantastiques par exemple, c'est la même démarche, ou comme il avait fait le grimoire avec Loup Solitaire en fait, à peu près, c'est à peu près ça quoi. Voilà. Par contre il y a un jeu de rôle original. Tout à fait. Là, par contre, on a Amalron qui est en cours de financement depuis jeudi. Donc là, actuellement, il est financé. Il est encore en cours pour développer différents éléments. Et donc, il va tirer de la trilogie qui est sortie depuis quand Depuis 2017. Donc depuis 2017. Et puis celui-là, il est sorti il y a quoi, 3 ans maintenant. Donc le jeu de rôle tiré de la trilogie, de l'univers de Rémi.
avec un système à base de jeux de tarot. Donc là, c'est vraiment, là, c'est une nouveauté. C'est-à-dire que c'est un autre univers. C'est un univers où en fait, ce sont les humains qui ont débarqué sur une autre planète, qui était déjà habitée, qui l'ont conquise. On est dans beaucoup plus loin. Amalron, c'est un dieu humain en fait. C'est celui qui a apporté le peuple humain sur cette nouvelle terre. C'est de là où ça vient. Et on a toute une cosmologie par rapport à tout ça, des personnages, une ambiance aussi qui est très riche, qui est très sombre. On est, si je peux caricaturer un peu, sur du Game of Thrones en beaucoup plus sombre. Voilà, en beaucoup plus surnaturel, fantaisiste, ou plutôt fantastique que fantaisiste. Et il y a un 4e tome qui va sortir indépendant. Et le système de jeu est aussi assez novateur, puisque là c'est un jeu de tarot. Donc c'est avec le jeu de tarot adverse entre le joueur puis le maître de jeu, où on va pouvoir régler les différentes situations par rapport au combat, la diplomatie, sachant que c'est un jeu politique. C'est pas un jeu de baston, on n'est pas là pour se battre. c'est pas ça. C'est vraiment de la politique. On essaie de sortir de situations à l'aide de politique, de diplomatie, de négociation, d'intimidation, de coups bas, mais pas avec des armes. Autrement, avec plutôt la parole et la discussion, voilà, tout simplement. Alors, dans cette campagne de financement, vous proposez quoi? Je pense un livre de base, exact quoi? On a tout ce qui est assez classique, donc le livre de base, il y a l'écran, forcément, il y a le jeu de tarot, puisque forcément il y a le jeu de tarot, et on propose aussi plein de petits mini-scénarios, selon les paliers qui sont déclenchés, qui tombent, donc plein de petits scénarios, mais également beaucoup d'illustrations de David Bull, qui fait un magnifique travail, qui reprend à peu près la même errance qu'Olivier Reynaud, l'illustrateur de base d'Amalron, de la trilogie. Donc c'est à peu près, pour l'instant on n'a que ça en fait, c'est ah oui, forcément comme il y a une grande géographie, comme j'avais dit, c'est un système, un univers très très riche et assez politique. On a une grande carte parce qu'à la base on joue pour une impératrice qui a des problèmes dans son empire, qui est en train de se morceler avec différents royaumes à gauche et à droite. Donc on essaie de tout rassembler et donc on a les cartes pour montrer toute cette diversité. Vous êtes éditeur de livres-jeux, c'est un coup de foudre. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir lancer un jeu de rôle original sur Alkenost? Alors en fait, il faut savoir que le jeu de rôle est né quasiment avec les livres-jeux en fait. Donc Rémi a effectivement écrit le premier tome, aidé de l'illustrateur d'ailleurs, Olivier Reynaud. Ces illustrations en fait sont très old school, très sombres, un petit peu malsaines même. Et ça nourrit aussi l'imagination de Rémi Desconinck. Donc voilà, tous les deux ont créé cet univers. Alors évidemment, Rémi on a fait plus qu'Olivier. Olivier, ça a été surtout le côté graphique. Et voilà, faut savoir que le jeu de rôle a été imaginé dès le tome 2 en fait. Donc à partir du tome 2, les deux se sont construits ensemble. Donc c'est pas c'est pas un jeu de rôle qui se construit après coup parce que les livres ont marché ou tu vois un truc comme ça. C'est vraiment ça s'est construit ensemble avec l'encyclopédie à côté qui se construisait petit à petit et qui nourrissait à la fois les livres-jeux et le jeu de rôle. Donc c'est vraiment une construction commune des deux. Et c'est vraiment un partenariat entre Thierry Maire et Rémi Desconinck. J'ai tout compris. Donc ça c'est des livres-jeux qui sont sortis déjà qu'on trouve dans le commerce forcément. Ouais, ils sont disponibles en boutique de jeux. En boutique de jeux, d'accord. Parce que vous êtes distribué quand même en librairie. Oui, tous nos livres sont en boutique de jeux et librairie, sauf Amalron. Voilà, on attendait ce revival. Alors c'est pas c'est pas très vieux, ça date de 2017. Mais voilà, on attendait la sortie du jeu de rôle pour appuyer la sortie en librairie de la trilogie. Et Rémi Desconinck l'attendait depuis un petit moment. Voilà, ça lui fera plaisir. Au niveau vous êtes souvent sur les conventions. Je pense que c'est très important pour vous de communiquer sur le livre-jeu que beaucoup pensent que c'est oublié. Vous ne laissez pas oublier. Il y a plein de livres-jeux qui existent. Il y a des créations et vous êtes souvent en compagnie du Scriptarium. Alors, comment marche cette collaboration? Parce que vous êtes souvent en même temps sur les stands, etc. Est-ce qu'il y a un échange entre vous et comment ça marche en fait? C'est un échange de plusieurs manières en fait. Déjà, si on est réunis, c'est parce qu'on se connaît bien. Par exemple, le président de Scriptarium, Florent Rowe, moi j'ai fait sa connaissance aussi directement sur le forum Rendez-vous 1. Voilà, c'est vraiment le forum qui lie tous ces gens passionnés. Et puis évidemment qu'on se connaît, parce qu'on a la même passion des livres-jeux. Alors eux, ils
comment dire, il s'occupe de jeux de rôle dans le monde de Titan, c'est-à-dire le monde de défis fantastiques, mais aussi de sorcellerie. Et ils aident aussi Gallimard à corriger les anciens livres lorsqu'ils font des rééditions. Donc ils ont voilà deux choses, aider Gallimard en relecture et puis prendre l'univers des livres-jeux défis fantastiques pour en faire un jeu de rôle. Donc déjà voilà, forcément on travaille ensemble et puis en plus on partage l'auteur Jonathan Green qui est avec nous hier et qui est d'ailleurs toujours sur le stand aujourd'hui. Jonathan Green par exemple chez nous écrit les contes tordus avec notamment Alice au pays des cauchemars. Il y en a 3 autres. Et côté Scriptarium, c'est la fameuse série Défis fantastiques chez Gallimard. Donc voilà, on partage des auteurs et on partage le stand parce que déjà c'est plus sympa d'être tous ensemble, on est potes donc c'est parfait. Et puis voilà, au côté d'un point de vue financier aussi, nous en fait on est invité systématiquement par une librairie qui s'appelle Le Plumier des Chimères. Donc c'est Le Plumier des Chimères qui réserve les stands, on va dire, voilà, qui tient le stand. Et nos associations sont invitées sur place. Donc on est invité en fait, comme si on était auteur. Et donc on remercie Le Plumier des Chimères, voilà, qui contribue lui aussi par sa passion. Le gérant est un passionné mais ultra. et c'est grâce au Plumier des Chimères qu'on est réunis avec Scriptarium. Et c'est un plaisir, comme aujourd'hui, voilà, d'être avec eux. Et si on veut trouver, par exemple, en dehors des librairies, vous avez un site internet, ça marche comment? Vous passez par les boutiques si on veut acheter par exemple des livres-jeux sur internet? Alors en tant qu'association, on ne vend pas, on n'a pas de site de vente. Donc on ne vend pas, on n'a pas d'activité commerciale. Nous en fait voilà, on aide nos auteurs à préparer les textes, à les corriger, etc. Et donc toute la partie commerciale en fait est gérée par les librairies. Donc ce sont les librairies, les boutiques de jeux qui vendent nos livres. Nous on vend pas. Et sinon il y a le Plumier des Chimères évidemment qui est une librairie donc qui vend, mais on ne vend pas nous. Je tenais à vous remercier d'avoir été présent avec nous ici et puis j'ai eu l'honneur aussi de vous voir sur scène hier pour représenter la compétition des livres-jeux qui est de plusieurs années. L'année dernière c'était Fibre Tigre justement qui présentait cette cérémonie et la remise des prix. Maintenant cette année c'était toi qui est monté au nom d'Alconost. Est-ce que justement cette parenthèse que vous donne le Graal d'Or juste avant la cérémonie des Graal d'Or, ça a changé quelque chose pour vous? Oui, complètement. C'est une opportunité immense que nous offre le Graal. Pour nous, voilà, c'est comme si on obtenait enfin le Graal. Le Graal nous offre 15 minutes dans sa fameuse cérémonie des Graal d'Or. C'est 15 minutes qui nous servent à en faire une vitrine pour les livres-jeux. Alors c'est en dehors de tout nom d'association, Alconos, Scriptarium, tout le reste. C'est vraiment individuellement, personnellement, en fait, voilà, on a le plaisir de mettre en avant le livre-jeu. Alors c'est vrai que c'est le rôle aussi de l'association Scriptarium, Alconost, mais même personnellement, voilà, c'est super de montrer voilà, à tout le monde que la passion existe encore et que la création surtout existe encore. Donc merci le Graal et merci à son président Samy. Et en plus, il y avait 2 stars sur scène. C'est vraiment une cérémonie super chouette. J'ai beaucoup apprécié. Eh bien, écoutez, merci. Je vous souhaite une bonne continuation sur ce salon. Vive le livre-jeu, t'avais conclu par ça, je crois, non, hier soir? C'est John. Oui, c'est John qui avait ça en anglais, ouais, avec un accent, un français avec un accent anglais, tout à fait. Vive les livres-jeux. Voilà. C'était vraiment chouette, vraiment une très belle cérémonie. J'ai beaucoup apprécié. Voilà, bonne continuation, merci. Il y a pas mal de choses là. Vous allez repartir bien chargé sur votre stand. Et si vous êtes intéressé par le livre-jeu, sachez que Alconost. Le Scriptarium, on peut le dire aussi, qui avec Défis Fantastiques est très souvent sur les salons. Donc, je crois que vous êtes à Octogone aussi. Donc, n'hésitez pas à leur rendre visite. Voilà. À bientôt.